Comment protéger son argent, son épargne, ses éconocroques pendant cette crise boursière? Quelques conseils. Avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Je me dis que cette question elle arrive un petit peu tard. Ces questions, il faut se les poser avant de se prendre le gadin boursier et le bouillon. 13% de baisse la semaine dernière. Ça ne repart pas aujourd'hui malgré ce communiqué de la Fed juste avant la clôture vendredi qui a donné un petit peu une bouffée d'oxygène au marché. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas voir les lignes de son portefeuille comme ça virer au rouge? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce que c'est pas trop tard déjà? Trop tard pour vendre? Ou est-ce qu'il faut garder son sang-froid? On parle d'une correction de 13%. Bon, il est négatif, moi je le connais dans Game. Air France, c'est moins 33% depuis le 1er janvier. Enfin, je peux vous citer des exemples. 13%, ce n'est qu'une moyenne. Autrement dit, pour l'instant... Les plus grosses baisses, c'est qui d'ailleurs? Les compagnies aériennes, les voyagistes, et puis toutes les valeurs qu'on considère comme fragiles, où il y a des soucis sur le niveau d'endettement. Je peux vous citer par exemple Europcar, Renault, bien sûr, c'est l'exemple emblématique. Donc toutes les valeurs fragiles aujourd'hui, déjà d'ordinaire, elles sont grevées par des tas d'indices négatifs qui fait qu'on les achète en dernier quand le marché monte et on les vend en premier quand les marchés baissent. C'est exactement ce à quoi on assiste. Donc ne résistent pour l'instant que les utilities, services aux collectivités. Et jusqu'à mi-février, on avait les valeurs de consommation dites discrétionnaires. Enfin, voilà, c'était... Donc qu'est-ce qu'on fait là? C'était lié aux anticipations finalement de croissance de la consommation. Et son solde ou pas, là, les valeurs les plus perdantes, on garde son sang-froid, qu'est-ce qu'on fait alors? Solder les valeurs les plus perdantes, quand on est déjà à moins 33, il faudrait avoir une boule de cristal et savoir que les choses vont vraiment se dégrader à moyen long terme. Donc pour l'instant, il vaut mieux espérer au moins un rebond technique. Et qu'on n'a pas. Moi, je pensais qu'on l'aurait pour le coup après ce que nous a dit la Fed. Ouais. Enfin, un simple communiqué, encore une fois. Moi, j'ai suivi les futurs en milieu de nuit. On a vu le CAC perdre un peu plus de 100 points. On l'a vu revenir sur 5200. On a ouvert à un plus 7,5%. Et là, à midi, on est à zéro. Entre minuit et l'ouverture, le CAC, il a repris pratiquement 4%. C'est très, très volatile en ce moment. 5230, c'est les planchers de fin juin. Voilà. C'est vrai que ça serait plus confortable si on préservait ce soir plutôt les 5400 qu'on avait rejoints tout à l'heure. Donc, on est dans une situation effectivement de grande fragilité. Il faut en avoir conscience. Ouais, avec un rebond qu'on attend, mais qui n'arrive pas. Avec encore une fois l'idée que si les banques centrales vraiment agissent de manière plus ou moins concertée, le rebond est possible. Classiquement, après du moins 10, moins 12, moins 15, très rapide, on a souvent, après le premier séisme baissier, on a des répliques à la baisse. La question est de savoir, est-ce que la première secousse a tout lézardé et la deuxième fait tout s'écrouler? Ou au contraire, la seconde ne fait qu'élargir un peu les lézardes, mais enfin, ça ne va pas plus loin. Et derrière, on peut rebondir. Ce matin, Goldman Sachs dit que la Fed va faire quelque chose, donc il doit avoir, à mon avis, des bonnes informations, et il pense que ça va être 50 points de base. Le 17-18 mars ou même avant? Mais avant. Ça paraît très loin. C'est ce que nous disent Goldman Sachs et d'autres. C'est que à raison de moins 13% tous les 7 séances, d'ici le 17 mars, on aura perdu 40%. Ouais. Si on continue au même rythme. Donc évidemment, il faut agir avant. Ou faire penser que si la situation pouvait se dégrader, la Banque centrale pourrait agir avant. Alors pour en revenir à la question initiale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger aujourd'hui son épargne? Est-ce qu'on rachète les titres massacrés? Les titres qui ont été massacrés justement, les valeurs qui ont perdu moins 30, moins 40%, voilà, on joue le coup d'après. On se dit, ces valeurs, elles donnent une bonne visibilité, elles sont solides. On ne peut jouer que l'effet d'annonce d'une mesure forte de une ou plusieurs banques centrales. Mais évidemment, je ne parle pas là de personnes qui épargnent pour leur retraite, qui ont un horizon d'épargne de 10 ans. Là, si on rachète les valeurs massacrées, c'est parce qu'elles ont perdu 33%, comme je le citais l'exemple d'Air France, et qu'on espère reprendre 10 ou 12% en 3 jours et pour tout re-shooter derrière. Donc, il faut voir dans quel horizon de temps on se place. Et si justement on a du temps devant soi,
On se dit qu'effectivement, comme disait Patrick Artus, avec l'arrivée des beaux jours, la grippe va durer plusieurs mois, mais voilà, avec l'été, il n'y aura plus de grippe, et donc on joue le coup d'après. A priori, on va dire que l'épidémie devrait s'arrêter au sein de glace ou juste après. Au sein de glace, vous savez, c'est au mois de mai. Il y a des fois un petit refroidissement. C'est la Saint-Barthélemy ou ce que vous voulez, et on appelle ça les seins de glace. C'est les dernières gelées qu'on peut avoir. Donc, voilà. On peut dire qu'après, on rentre vraiment dans le printemps, les températures montent, et effectivement, c'est pas des conditions favorables pour les virus qui préfèrent le frais, le sec, etc. Donc jouer le coup d'après, pour vous, c'est trop tôt? Mois d'avril, c'est loin. Enfin, on peut avoir raison, mais d'ici là, reperdre 20%. En l'espace de quasiment 2 mois, oui, d'ici le mois de mai, on peut avoir encore des grosses secousses. Alors quel conseil on donne? Parce que moi, ça me fait rire, parce qu'on entend, oui, flight to the quality, les investisseurs vont sur évidemment les taux longs, qui n'ont fait que baisser. Le 10 ans américain est à 1,10, rendez-vous compte, 1,10% de 10 ans américain. Sauf que le particulier, il ne peut pas, donc l'obligation d'État, c'est apprécié, puisque le taux a baissé, mais sauf que le particulier, lui, il ne peut pas faire ça, c'est un truc de professionnel. Bien sûr. Gagner de l'argent sur la plus-value réalisée par le sous-jacent, c'est-à-dire par l'obligation physique. Alors d'abord, c'est contre-intuitif parce que généralement, on n'achète pas une obligation justement pour faire de la plus-value, on l'achète pour du rendement. Or, il n'y en a pas, il y a même confiscation de l'épargne. Et là, on va être à moins 0,25 sur de l'OAT. Et on est à moins 0,60 sur des Bund et sur nos propres OAT à 2 ans. Voilà, pour situer un petit peu ce que coûte la protection aujourd'hui. Le coffre-fort, la location du coffre-fort vous coûte aujourd'hui moins 0,60. Voilà, donc c'est pas possible. Donc on va dire que beaucoup, avec un bon sens basique, disent aujourd'hui cash is king. Cash is king. Et pas de l'argent déposé sur un compte qui pourrait être ponctionné de X dixième de % ou de frais, etc. Le cash, c'est vraiment l'argent liquide. L'argent sous la paillasse. Alors, évidemment, c'est super conseil, ça. Vous imaginez que je ne vais pas donner des conseils aux gens de faire comme en Suisse, d'avoir des liasses de billets de 500 francs suisses et d'en avoir 50 000, 100 000 dans un coffre. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a l'or, on a vu l'or monter en flèche, et puis l'or qui en fin de semaine, enfin vendredi de nous, c'est relativement, entre guillemets, écroulé. Pourquoi le métal jaune a corrigé? Eh bien, on a assisté exactement au même phénomène qu'en septembre 2008 et novembre 2008. C'est-à-dire que la semaine où, en novembre 2008, je crois qu'on avait été jusqu'à moins 20 de mémoire. Moins 20 sur. Moins 20 sur le Dow Jones, le S&P, le CAC, etc. Donc ce genre de semaine où c'est la liquidation, la capitulation, tous les gens qui ont encore trop de levier, qui ne peuvent plus faire appel aux appels de marge, vendent ce sur quoi ils réalisent encore des plus-values. Et sur l'or, il y en avait quand même des très importantes depuis le début de l'année. Donc ce à quoi on a assisté sur l'or et sur l'argent, vendredi typiquement, ce sont des ventes sous la contrainte de gens qui doivent faire face à des appels de marge par ailleurs ou à des pertes. Il faut compenser des pertes. Et donc il faut bien prendre des sous quelque part, et donc sur la plus-value. Ça ne remet pas, si vous voulez, en cause la tendance sur l'or et l'argent. Donc on en revient aussi à la question initiale, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Voilà, on y revient, parce que là on dit plein de choses. Donc tant qu'on a une tendance qui, là, semble intacte, haussière intacte sur l'or et l'argent, ça reste pour l'instant un vecteur... C'est le seul conseil qu'on peut donner, en gros, faites le gros dos et achetez de l'or. Et cachez king, quoi. On ne peut pas faire de conseil global, on peut élaborer des scénarios. Voilà. On peut imaginer, par exemple, que les banques centrales, là, d'un seul coup, annoncent de façon coordonnée des actions fortes, en liaison avec les États qui, de leur côté, préviennent les entreprises que les impôts ne seront pas prélevés, la TVA, etc. On remet tout ça plus tard. Ce que la Banque centrale chinoise a fait déjà, il suffit de s'inspirer de ce que la Banque centrale chinoise a déjà annoncé. Les entreprises seront alimentées en crédit, toutes les taxes sont décalées, etc. Maintenant, vous rajoutez à ça un assouplissement monétaire, le QE de la BCE qui passe de 20 à 50 milliards, et pendant quelques jours, ça nous calme. Donc, on peut avoir un rebond, et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est par exemple si sur le CAC 40, ce rebond nous
porte au-delà, par exemple, de 5630, 5650. Si c'est le cas, à ce moment-là, on est vraiment typiquement dans le cas d'un V-rebound, un rebond en V, et qui illustre le principe, il faut payer tous les creux. Voilà. Ceux qui ont payé lorsqu'ils ont vu le Dow Jones perdre 1 ou 1,5% le 20 février, ceux-là, payer les creux leur a coûté très très cher. Ce scénario, il est idéal, encore une fois. Voilà, c'est le scénario idéal. C'est le scénario que semble jouer aussi Warren Buffett. Hein. Ouais. Rappelez-vous que lundi dernier, le Dow Jones perd pour la première fois de l'histoire 1000 points en séance. La réaction de Warren Buffett... on lui explique la psychose du coronavirus et lui dira, et il le déclare devant toutes les caméras des chaînes financières, je ne vendrai pas un bout de papier pour cause de coronavirus, on est dans la psychose, etc. 5 jours plus tard, on a l'impression quand même que le maestro a commis une erreur de jugement, une des plus grosses erreurs de jugement de sa carrière, puisque dans la semaine, en ne vendant pas, ça perd 10%. Voilà. Donc, peut-être que Warren Buffett, finalement, aura raison et que les moins 10 qu'on a eu derrière sont un excès. Mais si ce n'est que le début d'un scénario de type 2000 ou 2008, je dois dire que là... c'est pas l'histoire non plus. Il faut comparer 2000, 2008 et aujourd'hui. On peut les comparer. Ouais. L'histoire ne se répète jamais à l'identique. On est sur des excès de crédit et des leviers de crédit et de dette comme en 2008, alors sans qu'il y ait, on va dire, le point noir des subprimes, des crédits immobiliers, mais en termes de masse d'endettement, on est au-delà de 2008. Donc ça c'est pour le côté, est-ce que c'est la question de la dette qui peut nous péter à la figure, ou 2000, c'est pas comparable parce qu'il n'y a pas de dot-com. Mais on a quand même des actions comme Apple et d'autres, Nvidia, AMD, qui ont gagné entre 100 et 150% avec des progressions de bénéfices millimétriques. Donc ce n'est pas des dot-com, puisque là, ce n'est pas des valeurs qui vont capoter demain, c'est des très très grosses, mais on s'aperçoit que les valorisations, globalement, fin février, étaient supérieures, je dis bien supérieures, globalement, à celles de 2000. C'est-à-dire que vous retirez les quelques dot-com, espèce de bulles de rêve, et vous avez une valorisation globale des marchés supérieure. Mais on va vous objecter, bien sûr, et on m'objectera à raison, qu'à l'époque, en 2000, les taux n'étaient pas au même niveau. Ah, c'est vrai aussi. Et donc, je reviens aussi. On peut aujourd'hui supporter des valorisations bien supérieures. Sur le conseil, on fait faire le gros dos, quoi. En gros, le conseil qu'on donne aux particuliers, aux épargnants, c'est on attend, quoi. Si vous voulez, je n'ai évidemment pas de remède miracle et pas plus que ceux qui gèrent énormément d'argent et qui ont beaucoup, peut-être plus d'informations sur les intentions des banques centrales que moi. Ils n'ont pas su se protéger de la rupture qu'on observe depuis 10 jours. Voilà. Donc, personnellement, je n'ai pas de solution évidemment géniale à apporter. Je l'ai dit, cash is king, et tant que l'or et l'argent sont dans leur tendance haussière, il n'y a pas de raison de sortir de ce secteur. Ensuite, pour les actions, comme je l'ai dit, c'est aussi une question de scénario. Soit peut-être le V-rebound, ce à quoi avait l'air de croire Warren Buffett et que beaucoup d'opérateurs espèrent, ou alors on va avoir simplement ce qu'on appelle un rebond de chat mort. Et ceux qui se sont laissés un petit peu séduire par les sirènes d'un marché éternellement haussier pendant 6 mois. En seront pour leur grade. Et je dois dire aussi qu'il y a eu une intense propagande pour que les épargnants français, puisque c'est à eux qu'on s'adresse, qu'ils réduisent leur position sur les fonds en euros quand les taux d'intérêt rapportent de moins en moins, pour venir sur des unités de compte. Et ils viennent, bien sûr, au moment où le marché est le plus haut. Et l'illusion qui était que vous n'allez pas rester sur quelque chose qui vous rapporte 0, voire même moins 0 quelque chose. Là, sur quelques semaines, effectivement. Mais à un moment, la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que
en faisant de l'obligation dynamique, j'aurai du 1,63, alors que si je reste sur du cœur de dette type OAT, je n'aurai que du 0,65. La question n'est pas de savoir si je vais pouvoir faire 0,27 ou 0,32% de mieux, c'est comment ne pas perdre 13% une semaine, 20% la suivante. C'est ça. Et quand on se retourne d'un seul coup, on se dit, mais j'ai fait quoi? Pour éviter de ne gagner que 0,25 sur du monétaire, potentiellement j'ai perdu sur quelques semaines. J'ai perdu 15% sur les actions. Il y a un moment où la question n'est pas de savoir... Il y a un moment, c'est mieux que ça rebondira et l'épidémie s'évanouira et se terminera. Et dans ces cas-là, ceux qui seront rentrés au moment du creux, mais là, ils auront du meilleur. la pandémie ne fait que finalement renforcer un phénomène global que Donald Trump a introduit, c'est-à-dire la démondialisation. Et la démondialisation, ça signifie de l'inflation, tout simplement parce que la délocalisation en Chine a permis de contenir l'inflation sur des décennies. Et si on doit relocaliser, il est évident que les coûts de production ne seront plus du tout les mêmes. Re-régionalisation de certains. Re-régionalisation signifie en fait reflation. Donc ça, c'est un nouveau monde on n'en est pas encore là, commence. mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, il y a le problème de la déflation à gérer lié justement à l'écrasement de l'activité. Donc la question aujourd'hui, c'est comment ne pas s'exposer à des grosses pertes et ne pas faire ce qu'ont fait la plupart des gérants, même sur l'obligataire. 1,25, ça ne suffit pas. Je vais chercher du 1,80, du 1,90 sur du high yield, voire du 2 sur du junk. Et pour gagner 40, 50 points de mieux que son concurrent, on a pris des risques colossaux. Et là, aujourd'hui, quand on perd... Il n'y a pas de grosse tension sur les marchés de crédit, même sur le high yield. Sur le high yield, il y en a. Ouais, oui. Là, on est passé en une semaine, on a pris 500 points de base sur le high yield, par exemple les producteurs de pétrole aux États-Unis. Ah oui, c'est sectoriel. C'est sectoriel, mais il risque d'y avoir une contamination. On fera un sujet là-dessus. Bon, allez, en tout cas, merci beaucoup, Philippe Béchade. Donc, on s'est signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.